La petite région de Crest dans la Drôme a la chance de conserver un formidable patrimoine d'images. En effet, des années 50 à 70, un photographe local, Guy Rochefort, a raconté pour le compte du quotidien Le Progrès la petite actualité locale. Mais il l'a fait avant tout derrière les viseurs de ses appareils de photo. Grâce aux considérables fonds photographiques déposés à Mémoire de la Drôme, revivent ainsi les événements d'une période où les modes de vie étaient bien différents des nôtres. Mais qui donc était Guy Rochefort ? Nous avons rencontré à Villeurbanne son fils Didier, un de ses 3 enfants. Lui-même s'est beaucoup intéressé à la technique photographique. Oui, bonjour. Ben voilà, on est là. Oui, et même si je vous ouvre, c'est au 4e étage. Ok, merci beaucoup. Cette situe à la Libération, c'est à Chauffaille, dans les rues de Chauffaille. C'est à la Libération, donc juste après. Mon père est né à Lyon, à l'Hôtel-Dieu. Il est né ici, son père a fait ses études à Lyon, il était pharmacien à Chauffaille, qui n'est pas très loin d'ici non plus. Et il a passé donc ensuite toute son enfance à Chauffaille. Qu'est-ce qui l'amène à la photo ? Alors, certainement, ce qui l'amène à la photo, c'est déjà le métier de son père, qui était pharmacien. Et il faut voir qu'à l'époque, dans les années 30-40, le photographe était souvent le pharmacien, dans la mesure où c'est lui qui détenait les produits chimiques. Et à cette époque-là, tout le monde n'était pas photographe, parce qu'il fallait pouvoir disposer déjà de la connaissance chimique, des produits chimiques, pour pouvoir développer les pellicules, enfin les plaques plutôt à l'époque, les pellicules qui sont arrivées par la suite, bien sûr, et tout ça. Et donc, je pense qu'il a baigné dans la photo. On a beaucoup d'archives familiales et de photos de cette époque-là, de la famille, et donc il a baigné là-dedans. Et il a passé donc ensuite toute son enfance à Chauffaille, entre Chauffaille et les environs, en effet, pour faire des études, hein, j'imagine. À Chauffaille, donc, votre père va entrer dans la résistance. Quand il a fait ses études, on était dans les années 40. Il a fait des études d'optique à Oyonnax. Et quand, bien sûr, les Alliés ont débarqué dans le sud de la France, et donc du coup, il s'est engagé dans le maquis, et surtout aussi pour éviter de partir au service obligatoire en Allemagne. À partir de 1948, ils ont un magasin au Canet, mais les affaires ne marchaient pas très très fort à l'époque. Et on avait un oncle, enfin il avait un oncle, alors pour l'anecdote, il s'appelle Jean Rochefort, comme l'acteur, il n'y a rien à voir bien entendu, qui est ophtalmologiste. Cet ophtalmologiste qui est à Valence faisait des permanences à Crest, il faisait des ordonnances, mais les gens qui avaient des lunettes à Crest devaient aller à Valence aussi pour les faire faire 1 fois, 2 fois, pour les récupérer, etc., les faire régler. Et donc il a dû dire à mon père, mais il y a une opportunité, il faudrait que tu t'installes dans ce coin-là, il n'y a personne, je pense que tu feras de meilleures affaires. Donc, voilà, est-ce que ça veut dire que votre père a commencé par à travailler sur des lunettes ? Oui, bien sûr, puisqu'il avait un diplôme d'opticien au départ. Il n'a jamais eu de diplôme de photographe, il a acquis ça au fur et à mesure. Il n'y avait pas de photographe à l'époque. Et puis son passé de fils de pharmacien faisait que la photo aussi, au niveau chimique, c'était aussi quelque chose qu'il aimait. En fait, on voit qu'aujourd'hui, on a des réseaux sociaux pour se faire connaître. C'est facile, LinkedIn, Facebook, etc. Donc on pose des photos, on se fait connaître. À l'époque, pour se faire connaître dans un village où vous n'êtes pas né, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il va falloir sortir de son magasin. Il ne faut pas attendre que les gens viennent, il faut sortir. Donc je pense qu'il y a aussi un côté communication qui est entré là-dedans. Il a très vite fait partie d'associations, donc il s'est occupé du basket. On a une photo d'ailleurs, les dirigeants de l'équipe de basket et les basketteurs de l'époque. Il est au milieu, il était président du basket. Donc ça doit dater en effet des années 50, hein, cette image. Donc il s'est occupé du basket. Et en même temps, comme il était photographe, il y avait besoin de correspondants, parce que bien sûr, dans une ville comme Crest, il n'y avait pas d'agence du Progrès, du Dauphiné, donc il fallait un correspondant. Le photographe était la personne qui était choisie pour faire ce métier. Et donc,
Et ça lui a permis de rencontrer plein de gens. Donc il était invité à des tas de manifestations publiques pour faire des photos, pour pouvoir justement se faire connaître aussi, parce que c'était aussi, comme je vous disais, pour aussi faire connaître son activité. Il y avait quand même un commerçant au fond de lui quand même. Il y avait un petit peu de business. Mais comme il fallait commenter les photos, à ce moment-là, bien sûr, il écrivait. À cette époque-là, la gendarmerie n'avait pas d'appareil photo. Et donc il était appelé par la gendarme pour faire les constats. C'est-à-dire faire des images pour les gendarmes et non pas pour la presse. Il était à l'affût déjà, en lisant le journal, il savait qu'il y allait y avoir tel événement peut-être tel jour, et il se disait, ben voilà, moi je vais y aller, il disait aux journalistes, au Progrès, ben tel jour, voilà, il y a tel événement, moi je vais aller faire 2-3 photos, et je vais faire un texte, et ils me disaient, mais très bien. Et puis après les gens l'appellent, en disant, ben tiens, voilà, il y a en fait la Saint-Machin, est-ce que vous pouvez venir faire quelques photos? Il y a la doyenne, en fait, la fête, voilà, des tas de choses comme ça, des tas d'animations, et je pense qu'on l'a appelé après. Il y a beaucoup de photos chez Béranger, donc l'entreprise Béranger, qui faisait du poulet, parce que ça c'était une grande chaîne économique à l'époque sur Cray, qui faisait tourner quelques centaines d'emplois. Il y avait une entreprise qui faisait les poussins, donc les poussins d'un jour, qui étaient ensuite distribués dans des fermes où ils étaient élevés. Voilà. Et ensuite ils étaient ramassés, envoyés chez Béranger à l'abattage. Et il y avait une autre entreprise, l'entreprise La Vigne, qui récupérait les plumes. Vous voyez, donc tout ça, c'était une chaîne. Et tout ça, c'est des gens qui la côtoyaient et qui connaissaient bien aussi. Voilà. Et donc tout ça, ça a une interférence avec le milieu agricole lui-même, parce qu'il fallait aller dans les élevages. Vous avez vu, il y a des photos sur le marché Walaï, par exemple, ce qui est une spécialité du coin, que les paysans vendaient en direct sur le marché, et je pense que ça vivotait. Quand on voit l'état des fermes à l'époque, c'était encore de la terre battue, vous voyez, il n'y avait pas la distribution qu'on a aujourd'hui au niveau national, au niveau mondial, enfin, européen et mondial. Donc l'agriculteur à l'époque, c'était quand même du local. La plus grande ville à côté, c'était Valence, donc il fallait alimenter bien sûr Valence. Mais on n'a pas aujourd'hui, on n'a pas comme aujourd'hui cette image de la Drôme avec tous ces fruits qui sont distribués un peu partout et qui sont renommés. Mais à l'époque, c'était pas ça. Les paysans étaient là pour vivre et faire vivre les gens du coin. Et donc, c'était quand même une activité certainement très importante sur Cray. Le tracteur est arrivé avec les Américains après le débarquement, et bien sûr ça a envahi l'économie des paysans, enfin ceux qui avaient les moyens de s'en payer, hein, j'imagine, parce que ça les coûtait relativement cher. Et donc tout ça, c'était aussi parce qu'il fallait le montrer, et donc ça, on revient à cette activité de photographe, où il fallait montrer en fait. Parce que nous on voit ça aujourd'hui, bien sûr, ça paraît désuet, mais même les voitures qu'on photographiait à l'époque, tout le monde n'avait pas une voiture. Mes parents ont une voiture, et ils étaient déjà mariés depuis longtemps, une 202 je crois si j'ai souvenir, c'était la fête quand on avait une voiture. Et donc tout ça, quand les gens montraient, ils étaient fiers de passer devant le photographe.
les fêtes d'ailleurs, si vous avez vu des photos des corsos, sont souvent tirées par des tracteurs et derrière c'est des carrioles de tracteurs sur lesquels on faisait des chars décorés. Vous voyez, et c'était tiré par des tracteurs tout ça. Vous vous rendez compte le travail qu'il y avait là-dessus, donc pour faire tout ça, c'était un peu comme certains carnavals, c'est des mois de travail pour quelques minutes de présentation. Donc ça méritait une photo quand même pour les archives. Je pense qu'à cette époque, ils avaient une autre façon de s'amuser. Ils aimaient bien se retrouver le soir, déjà parce qu'il n'y avait pas la télé, donc il fallait se retrouver le soir pour se distraire. C'était soit en effet une partie de belote au café, soit au cinéma, au théâtre, le sport, donc le basket, le foot, etc. C'était tout ça, le lien social. Les gens se rencontraient beaucoup plus. Aujourd'hui, on a des centaines d'amis sur Facebook qui ne sont pas des vrais amis. Là, c'était vraiment des vraies connaissances que vous connaissiez en chair et en os, à qui vous pouviez parler, à qui on pouvait faire du bien, des fois du mal certainement, en disant des choses, mais c'était des gens qu'on côtoyait, qu'on connaissait vraiment. Pour les générations d'aujourd'hui, il faut comprendre que les loisirs à l'époque, c'était quoi? Le cinéma, parce qu'il y avait quand même un peu de cinéma bien sûr à créer, et puis le sport, l'équipe de foot, l'équipe de basket, le cyclisme, c'était les loisirs de l'époque. La belote le soir au café entre amis, bien sûr, moi j'ai connu ça, les soirées loto au Moderne, à la salle de l'étage, qui était organisée par l'Union, par les cyclistes par exemple, il y avait un loto qui était organisé, qui permettait de collecter des fonds, parce que les associations à l'époque n'avaient pas de subvention comme aujourd'hui, donc il fallait bien trouver de l'argent pour alimenter. Et donc c'est vrai que le milieu sportif aussi l'a toujours passionné. Il y avait des balles à l'époque qui se passaient pas trop mal. Aujourd'hui, ça fait plutôt la une des faits divers, mais à l'époque, c'était le bal, c'était quand même vachement important. Il y avait la pêche. La pêche. Voilà la pêche. Là, ça, c'est dans la Drôme, ça. Ouais, on voit bien le pont de chemin de fer qui est à côté. Voilà. Il y avait un concours, alors je me souviens, on y allait, il allait faire des photos, il y avait un concours de pêche. Quand on organise quelque chose, on fait appel à plein de gens de bonne volonté pour venir aider, donner un coup de main, c'est pareil. Donc là, c'était un petit peu pareil, sauf que c'était beaucoup plus important à l'époque parce qu'il n'y avait que ça et que c'était super important. La vie sociale, de toute façon, c'est toujours important la vie sociale, bien sûr. C'est l'essence de la vie, sinon on meurt tout seul au fin fond de. Mais cette époque-là, je pense qu'ils se posaient même pas la question. C'était d'un naturel. On se retrouvait pour discuter, taper le carton, parler de tout, on parlait de l'agriculture, on parlait de la politique, on devait certainement de temps en temps s'engueuler, et puis boire un bon coup après en se tapant sur l'épaule, et puis voilà, tout était fini. C'était simple en fait. La ville de l'époque, c'était pas pareil quand même. Non, c'est sûr. On voit des interventions dans les rues avec un matériel déjà très rudimentaire. À l'époque, on ne creusait pas des tranchées avec un tracteur comme on fait aujourd'hui, avec un tractopelle. C'était à la main. Donc on voit sur certaines photos la fabrication du lycée Jean-François Armorin. J'ai vu quelques photos qu'on aurait pu imaginer prises par Doisneau par exemple, en fait, où on voit d'enfants pleurer ou des rentrées, certaines scènes qui sont assez, par exemple celle-ci. Mais c'est pareil, pour le journal, il fallait couvrir la rentrée scolaire, c'était important la rentrée scolaire. Il y a la distribution de lait.
Oui, c'est vrai. J'ai même connu ça, ouais, tout à fait. Ouais, exactement. Le matin, on avait un bol de lait. Alors ça, c'était une grande révolution. Je ne sais plus en quelle année c'est arrivé. C'est quelque chose qui a été mis en place justement pour les problèmes de malnutrition. Les enfants n'avaient pas forcément un petit déjeuner, surtout ceux qui venaient de la campagne. Bien qu'on aurait pu penser qu'ils avaient des vaches, mais tout le monde n'avait pas de vaches et c'était pas une région. C'est pas une région d'élevage, la Drôme, il n'y a pas de vaches. Enfin bon, il y en a peut-être quelques-unes, mais c'est plutôt une région de culture en fait, hein, et surtout d'arbres fruitiers et d'autres. Il y a dans le fond photographique de votre père des photos de curés. D'abord, est-ce que votre père était un homme de conviction sous l'angle religieux? Non, pas du tout. Non. Il n'a jamais été contre non plus. Je pense qu'il, contrairement à ma mère qui était très croyante, lui n'était pas très croyant. Mais il respectait tout le monde. À l'époque, le curé faisait partie de la vie locale, hein, c'est sûr. C'était quelqu'un qui était aussi important que le maire, de toute façon. Donc c'est sûr. Et il y avait beaucoup de manifestations religieuses, énormément. Bon, déjà, vous voyez le nombre de communiants qu'il y a. Aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup moins. Hein. C'est pas la même ferveur. Mais à l'époque, c'était une cérémonie, le jour du communion. Je me souviens, je l'ai fait. Hein. J'ai fait ma communion à l'église Saint-Sauveur et je me souviens de la ferveur qu'il y avait et du repas qu'on faisait. Et c'était un événement. Autant que le mariage, d'ailleurs, quasiment. Et donc, ces événements religieux, bien sûr, toujours pour l'information, il fallait les couvrir. Il fallait donc d'avoir de très très bonnes relations avec le curé, bien entendu, qu'on avait, parce qu'on le recevait régulièrement, il le voyait. Ça faisait partie un peu, vous aviez le médecin, le curé, le pharmacien, le maire, etc. Les notables du village sont des gens qui sont incontournables, en fait. Là, j'étais pas très grand, mais je m'en souviens très très bien du passage du général de Gaulle. On l'a vu dans la rue, moi j'étais avec maman dans la rue quand il est passé, je me souviens sur les quais, je me revois même où j'étais, et quand il est passé, donc c'est sûr que lui, étant correspondant de presse, il était accrédité pour aller faire toutes les photos officielles, donc il l'a vu d'assez près. Bon, moi j'ai été photographe de mariage par exemple dans les années 80-90, je peux vous dire que c'était beaucoup plus compliqué, il fallait jouer du coude pour aller faire une photo de la mariée, hein, voilà. Donc c'était pas pareil. Et là on voit bien qu'il y avait un certain respect, il arrivait devant, il était assez proche pour faire des images, et il faisait beaucoup de photos quand même, hein. Il devait shooter assez vite. Hein. Alors, entre parenthèses, ça pèse une tonne. C'est très lourd, bien sûr, ces appareils de l'époque étaient très lourds. Voilà, et alors ça c'est pas le premier appareil photo qu'il ait eu, il a dû en avoir un autre avant, que je n'ai plus. Mais ça, c'est un appareil photo qu'il a eu plutôt sur la fin, enfin sur la fin, dans les années 60, les années 60, je pense. Et dans un appareil comme ça, vous avez une douzaine de vues. Donc il ne faut pas se louper non plus. C'est ça qu'il faut voir. Aujourd'hui, un appareil numérique, on fait 3000 photos. Là, il y avait 12 vues dans le magasin. Donc, et pendant qu'on change de pellicule, tout peut se passer. S'il se passe l'événement pendant que vous êtes en train de changer de pellicule, vous n'avez pas la bonne photo. Fin de sa carrière, il s'est occupé de la chambre de commerce, par exemple, beaucoup. Il était vice-président de la chambre de commerce dans les années 70, et ça lui a pris beaucoup trop de temps, je pense, hein, d'ailleurs. Ça a été une partie un peu plus politique, donc c'est peut-être une partie qui a été moins... qui l'a un petit peu desservi, je pense. Plutôt défenseur des commerçants. C'était vraiment le commerçant, le petit commerçant de l'époque. Il s'est battu pourquoi? Parce qu'il faut voir que dans les années 70, c'était l'émergence de la grande surface. Il commençait à y en avoir un peu partout, et les petits commerçants avaient une peur bleue des grandes surfaces, hein, bien sûr. Est-ce que vous avez le sentiment que l'affaire de votre père, tout simplement, a souffert? Oui, je pense. Alors, elle a souffert peut-être pas d'une grande surface, mais il a souffert parce qu'il a un peu délaissé son commerce pour s'occuper du commerce en général. C'est là qu'il est rentré justement dans cet engouement syndicaliste, en fait, où il s'est battu contre les grandes surfaces.
Et je pense qu'il s'est mis pas mal de gens à dos à ce moment-là parce que il faut voir que la plupart des habitants de Cré, ce qu'ils voulaient, c'était payer les produits moins chers. Donc la grande surface, pour eux, c'était plutôt quelque chose de bien. Et lui, il disait plutôt le contraire. Donc vous imaginez que... on peut imaginer, et puis en plus il allait à des réunions, c'est là qu'il s'occupait de la chambre de commerce pour essayer d'éviter justement que des grandes surfaces s'installent à Cré. Ça a été retardé, c'est arrivé bien entendu, tout à fait, c'est sûr. Alors pour lui c'était pas gênant parce qu'il n'y avait pas d'opticien dans les grandes surfaces directement, donc vous voyez comme quoi il s'est quand même sacrifié pour les autres.